Donc, j'accueille Bénédicte Leroy. Merci, Bénédicte. On va prendre un petit siège comme si on était au bar. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, c'est pas tout à fait loin. Oui, il nous manque la bière, mais c'est vrai, la prochaine fois, on y pensera. C'est une bonne remarque. Donc, on voulait finalement faire converger nos discussions, nos échanges sur des aspects de plus en plus pratiques au niveau donc de l'habitat participatif. Et donc, nous allons le faire avec Bénédicte. Merci d'avoir accepté de venir ici. Oui, merci Marine. Est-ce qu'on peut démarrer par une présentation? Bénédicte, qu'est-ce que vous faites et l'association Les Habiles, quelle est-elle? Donc oui, je suis Bénédicte Leroy, je travaille pour l'association Les Habitat isérois libre et solidaire. C'est une association qui a 12 ans et qui s'est montée qui a été montée par des citoyens, en fait, par des personnes qui souhaitaient faire des projets d'habitat participatif et puis qui se sont heurtés à tous les obstacles qu'on peut croiser quand on veut monter un projet de ce type-là. Et donc, une association s'est constituée pour pouvoir à la fois mettre en réseau des porteurs de projets, à la fois accompagner et soutenir ce type de démarche, créer des liens avec les institutions, les collectivités, en particulier pour trouver du foncier. Voilà. Et donc l'association Les Habiles, elle vient de cette démarche-là. Et aujourd'hui, on développe beaucoup notre activité sur le plan de l'accompagnement de projets, de plus en plus. Moins sur, on va dire, on a été beaucoup sur de la promotion, sur de la diffusion, mais maintenant, beaucoup de gens savent ce que c'est que l'habitat participatif. Et par contre, on a besoin vraiment de passer à l'opérationnel, donc d'où l'évolution un peu de l'association. Alors, vous venez de dire habitat participatif. Tout à l'heure, on a dit habitat inclusif, participatif. Est-ce que ce serait possible d'avoir juste quelques éclaircissements suffisamment clairs et pédagogiques pour dire c'est quoi le participatif, c'est quoi l'inclusif? Oui, alors, en fait, c'est assez simple, hein. L'habitat inclusif, c'est un dispositif d'État. L'habitat participatif, c'est une démarche citoyenne. Si on peut résumer de manière vraiment très basique la différence entre les deux, c'est ça. Après, il y a plein de points communs, de passerelles. En regardant les diapos tout à l'heure, en gros, la définition de l'habitat inclusif, l'habitat participatif coche toutes les cases, sauf peut-être la case de l'accompagnement. Parce que pour le coup, en habitat participatif, on est sur une démarche citoyenne ou en tout cas une démarche dans laquelle les habitants sont au cœur du projet et où on n'est pas sur cette idée qu'il y a un accompagnement extérieur. En tout cas, ce n'est pas une idée a priori. Ça, on pourrait imaginer que ça se met en place, mais en tout cas, ce n'est pas forcément dans la définition de base. Mais voilà. Donc, l'habitat participatif, il a quand même une assise institutionnelle aussi et légale même, puisqu'il apparaît, il y a un article dans la loi Allure de 2014 qui définit qu'est-ce que c'est que l'habitat participatif et qui lui donne deux formes juridiques. Et donc, la définition que donne la loi Allure de l'habitat participatif, elle mentionne la démarche citoyenne, elle mentionne le fait que les personnes participent à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun. Donc, il y a bien logement, espace commun. Il y a bien donc cette idée de définir et concevoir les logements et ensuite les gérer. Il y a ces deux étapes-là qui peuvent exister dans l'habitat participatif. Et puis, une logique de partage et de solidarité entre habitants qui est quand même finalement le cœur, le fond de l'histoire. Hein. C'est quand même de créer des liens, que les gens ont envie de faire des projets collectifs, etc. Voilà. Donc ça, en gros, la définition de l'habitat participatif. Merci. Je pense que c'est utile qu'on se recale un petit peu tous sur ce vocabulaire. Donc, bon, on a bien évoqué des dynamiques territoriales pour réfléchir sur les besoins, sur les opportunités territoriales. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des exemples concrets de ce que cela recouvre? Vous aviez sélectionné, je crois, quelques outils, quelques exemples. Oui. Voilà la télécommande. Donc, parce que derrière, il y a effectivement, je vérifie en même temps, si ça va bien passer. Voilà. Ah, ça y est. Très bien. Donc, je vais vous montrer, effectivement vous décrire 3 exemples que j'ai choisis parce que ils sont à la fois 3 exemples de projets très engagés, très intéressants. Et en même temps, les 3 projets sont assez différents les uns des autres et ils permettent on va dire, d'illustrer aussi la diversité
de l'habitat participatif, parce que ce qu'on peut dire peut-être en préalable de ces 3 exemples, c'est que l'habitat participatif, il naît en général, en tout cas, d'envie d'habitants, ou alors il vient se greffer sur des souhaits, sur des envies. Quand on parlait de projet social dans l'habitat inclusif, le projet social est bien évidemment quelque chose de central et très important dans l'habitat participatif, et il est complètement porté par les habitants, et il vient répondre aux souhaits des habitants, à ce qu'est le groupe aussi, à la diversité du groupe, à ses élans, etc. Donc, on va illustrer ça avec donc, ces 3 exemples. Donc, le premier, les Coteaux de la Chaudane, qui se situe dans la banlieue lyonnaise, 13 logements, une installation en 2016. Donc là, les projets que je vais vous montrer, c'est des projets relativement récents. Les caractéristiques de ce projet-là, c'est que c'est un projet intergénérationnel, avec donc à la fois des seniors, des familles, des personnes. Je pense qu'il y a au moins 4 générations, je pense, dans cet habitat, et qui s'est fondé sur vraiment l'idée d'une solidarité interne. C'est-à-dire que vraiment, ce qui était au cœur du projet social, pour le coup, de cet habitat, c'était l'idée qu'il allait y avoir de l'entraide entre les gens et qu'on allait reconstituer une espèce de vie de village où les grands-parents gardent les enfants des jeunes parents qui vont travailler ou qui sortent le soir, que les plus jeunes allaient faire les courses pour les plus âgés. Enfin, voilà, toute cette idée-là. Et le témoignage qu'on a, donc là, on est 5 ans après, le témoignage qu'on a pu avoir cet été, en particulier à l'occasion des rencontres nationales de l'habitat participatif, c'est le fait qu'il y a eu des événements dans cet habitat qui ont fait que, par exemple, une jeune femme seule avec ses enfants a eu un de ses parents, s'est retrouvée en situation d'aidant. Elle était seule avec ses enfants et en fait, elle témoigne qu'elle a été énormément soutenue par le collectif, ce qui lui a permis de vivre réellement sa position d'aidant et de le faire sans être complètement démolie au niveau de sa vie familiale, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une illustration, c'est un témoignage peut-être de la valeur que peut avoir voilà, ce collectif et ce projet social qui était vraiment cette idée d'entraide, etc., qui a été, qui se vit réellement dans ce lieu. Voilà, il y avait un autre exemple avec un très vieux monsieur, je crois, qui est décédé après, mais qui a été accueilli dans le lieu par son fils ou sa fille, enfin quelqu'un qui vivait sur place et qui pendant quelques mois a vécu sur place, pareil avec le soutien du collectif, voilà. Je passe à l'exemple suivant. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je pointe pour que ça passe. Je pense que c'est plutôt là-bas. Par là? Ah, voilà, ça marche mieux. Donc là, on est sur un projet pratiquement de la même génération, 2017, presque de la même taille, 16 logements, un peu plus grand, beaucoup plus urbain, par contre, à Vaux-en-Velin, donc pareil en région lyonnaise. Donc là, vous le voyez sur la photo du haut, on est plutôt sur un immeuble, alors que dans le projet d'avant, on était plutôt sur un projet de maison regroupée. Alors là, c'est un projet qui a des caractéristiques assez particulières. C'est un projet uniquement senior et c'est un choix délibéré du groupe d'habitants. C'est un projet en coopérative d'habitants, c'est-à-dire que en fait, alors ça répond pas exactement à la question la senior en particulier, mais c'est intéressant quand même de voir aussi que dans les projets qui sont montés, il y a ce genre de choses. C'est un projet dont les habitants ne sont pas propriétaires, ils sont sociétaires d'une coopérative qui est elle-même propriétaire de l'ensemble du bâtiment, et les personnes sont locataires de la coopérative, locataires et sociétaires. Donc ils sont à la fois décideurs et en même temps, ils payent un loyer à la coopérative et c'est la coopérative qui a la propriété du. Donc on sort complètement de la logique de propriété individuelle et on sort complètement de la logique spéculative, de la spéculation immobilière aussi. C'est pour ça qu'ils ont choisi ça dans ce groupe. Voilà, une des grandes motivations de ce groupe-là, c'était de rester actif et de rester engagé. Donc, par rapport à des choses qu'on a pu dire sur le lien aussi, pareil, ce qui était évoqué tout à l'heure sur l'habitat inclusif, dans le lien avec l'environnement, c'est très fort chez eux, par exemple, le fait que dans leur salle commune, ils accueillent beaucoup d'activités du quartier, de l'extérieur, etc. Et voilà, c'est des gens qui sont globalement très militants et très engagés et pour qui
porter ce projet-là, c'était une façon de continuer à s'engager et de continuer à apporter quelque chose à la société, si on peut le dire avec des mots un peu forts. Voilà, il y a une question en effet sur cet habitat et à laquelle, bon, eux, ils ont une réponse, mais c'est vrai que ça peut rester une question, c'est comment ça va vivre dans le temps, puisque on est sur 100% seniors. Alors, ils sont quand même sur un intervalle de génération d'au moins 15 ans entre les plus jeunes et les plus âgés du groupe. Mais néanmoins, c'est vrai que cette question qui a pu être évoquée de qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, bon, on leur a posé, eux, ils disent ça va se renouveler. Ça peut rester un point d'interrogation, effectivement, un point de vigilance à cet endroit-là. Voilà. Et ah oui, il y a une chose très importante quand même, et aussi une anecdote sur ce projet-là, c'est que eux, ils ont donc c'est une coopérative d'habitants, donc c'est un projet qui est relativement exigeant en termes d'engagement personnel, et ils ont décidé qu'on ne pouvait rester dans la coopérative que tant qu'on était en capacité de prendre des décisions. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui perdrait la tête, à un moment, on pourrait considérer qu'il n'a plus sa place dans l'habitat. Donc, c'est un peu, je le dis de manière un peu crue aussi, et ça peut être un peu dur comme ça au premier abord. Ils ont le témoignage, et encore une fois, cet été, ils ont fait le témoignage très, très touchant qu'il y a dans l'habitat, dans un des couples qui habite sur place, une femme qui est en train dans une maladie dégénérative, qui fait que petit à petit, elle perd un peu sa capacité à décider, justement. Pas au point que le groupe s'interroge sur le fait qu'elle puisse rester ou pas, mais néanmoins, voilà, c'est le cas. Et par contre, ce dont ils ont témoigné, c'est que ce que disent les médecins, c'est qu'elle est maintenue, sa dégénérescence va beaucoup moins vite que ce qu'elle devrait, enfin ce qui était attendu, on va dire, sur un plan médical, et qu'ils ont pu même l'observer au moment des confinements, où il y a eu quand même, malgré tout, comme c'est que des personnes âgées, un retrait quand même assez fort, chacun est resté beaucoup plus chez soi, etc., et où la maladie a repris le dessus pour cette personne. Donc, on peut voir une corrélation dans ce cas-là, en tout cas, assez forte, entre la vie du groupe et la stimulation et le fait que les personnes restent en dynamisme et voilà, et que c'est une espèce de rempart aussi, enfin, alors qui est friable, hein, mais de rempart contre la maladie malgré tout. Donc c'est voilà, je trouvais intéressant de pouvoir transmettre ce témoignage qui est quand même assez intéressant et plein d'enseignements. Le troisième projet. Là-bas. Oui, j'y suis. Le troisième projet se situe à Draguignan, dans le Var. Là, encore un petit peu plus grand, 19 logements prévus. Et là, ils ne sont pas encore installés. Mais ils ont le permis de construire, le projet social est parfaitement défini. Ils entament les travaux là, dans les semaines qui viennent, je pense. Ce qui est très, très intéressant avec ce projet-là, c'est qu'eux, ils ont pris l'option, et dans le projet social, c'est extrêmement fort, que ce sera jusqu'au bout de la vie. Ils ont décidé ça, et c'est vraiment une volonté de ce groupe de pouvoir faire ça. Alors, au départ, c'était un projet 100% senior. Eux, ils ont eu cette réflexion de se dire, mais attention, on ne veut pas devenir un mouroir dans 20 ans. Ils le disent comme ça. Hein. Et donc, finalement, ils sont en train de se réorienter vers l'idée d'un projet intergénérationnel pour permettre justement ce renouvellement et cette dynamique qui pourrait perdurer dans le temps. Et puis, parce qu'ils étaient en réflexion vraiment importante sur cette question du jusqu'au bout de la vie, ils se sont intéressés de très près au dispositif de l'habitat inclusif. Et en fait, ils intègrent du coup dans l'habitat une cellule, enfin un petit pôle habitat inclusif pour personnes handicapées, et la possibilité de construire quelques logements supplémentaires pour de l'habitat inclusif senior. Donc c'est un montage assez complexe, mais qui vient répondre à un projet social très fort de cette idée de pouvoir que les personnes puissent rester jusqu'au bout de la vie. Voilà. Alors après, dans le projet social de ce lieu-là en particulier, il y a toute une dimension culturelle, artistique très forte. Donc avec, on le voit un peu là, la musique qui est présente, mais aussi les arts plastiques, etc. Enfin, c'est un élément qui fait partie du projet social. Ce que j'ai pas dit, parce que c'était trop évident pour moi, et j'espère que du coup ça n'a pas manqué dans mon explication, mais du coup je vais le redire, c'est que dans tous ces habitats-là
Il y a plusieurs constantes, par contre, il y a plusieurs éléments qui sont similaires dans tous ces projets-là. D'une part, c'est que c'est des projets qui sont initiés par des habitants. Donc, le projet, il émerge complètement d'un souhait des habitants, qui sont, pour certains, aller chercher des opérateurs immobiliers, pour d'autres enfin, quoi, je crois que dans ces 3 projets-là, ils sont tous allés chercher un opérateur immobilier. Je réfléchis. Peut-être pas les Coteaux de la Chaudanne, mais les 2 autres, oui, c'est sûr. Donc, un bailleur social qui est venu porter l'opération immobilière pour le compte du groupe. Voilà, donc ça, c'est quand même un premier élément important. Et puis, un autre élément vraiment qui est une constante, et pour le coup, qui fait partie presque de la définition de l'habitat participatif, c'est cette notion d'espace partagé, bien sûr. Alors, en général, une salle commune, et puis après, il peut y avoir toutes sortes d'autres espaces, comme des chambres d'amis, buanderie, atelier, jardin, etc. Mais la salle commune qui est aussi le lieu qui incarne finalement, qui matérialise le projet social, c'est-à-dire le lieu où vont pouvoir se vivre toutes ces choses qui ont été imaginées par le groupe en termes de collectif, de vivre ensemble, d'ouverture à l'extérieur, etc. Alors, ça peut se faire à d'autres endroits, mais c'est vrai que souvent, voilà, je parle de la salle commune en particulier parce que c'est vrai que ça se vit souvent autour de ce lieu-là. Merci, ça donne voilà, des exemples assez concrets de ce dont on a parlé tout à l'heure. J'avance un petit peu, je me permets. Du coup, dans la construction de ces lieux, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un certain nombre de leviers, de freins. Et donc, on a dit, un des points qui est quand même délicat, c'est l'ingénierie. Est-ce qu'on peut réaborder cette question d'ingénierie? En quoi ça consiste, puisque c'est une des missions des habiles, peut-être, là aussi, Ouais. développer ce que vous faites et apporter plus d'explications sur ce que cela recouvre. Alors, quand on accompagne, quand nous, les habiles, en tout cas, on accompagne les projets d'habitat participatif. Alors, peut-être j'en profite pour dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tout un réseau d'accompagnateurs de projets. Alors, il y a plusieurs réseaux. On fait partie de 2 réseaux principalement, un réseau d'associations locales de territoire et un réseau d'accompagnateurs professionnels, parce que nous, on est un peu à l'interface entre les deux. Et on partage énormément avec ces 2 réseaux-là parce qu'on est sur des objets complètement innovants, expérimentaux, encore beaucoup, et donc on a beaucoup besoin de partager. Donc, pour revenir sur cette question de l'ingénierie, donc ces réflexions, ce que je vais vous dire là, c'est des choses qu'on partage largement avec le réseau national des accompagnateurs de projets d'habitat participatif. Quand on intervient en accompagnement, alors nous on dit accompagnement, mais ça recoupe un peu l'idée de l'ingénierie. On peut intervenir sur la partie amorçage du projet, parce que donc là j'ai parlé que d'exemples de projets qui sont initiés par des habitants, mais on peut tout à fait imaginer des projets comme à Saint-Blaise-du-Buis ou n'importe quelle autre collectivité où la commune dit nous on veut qu'il y ait un projet d'habitat participatif sur le territoire, et donc on met à disposition un foncier, et après on cherche un groupe, ou bien on cherche un opérateur et ensuite on cherche un groupe. Et du coup, nous, on peut déjà aider, parce qu'on a le réseau et parce qu'on a la connaissance, à constituer le groupe. Donc, aller chercher des gens, le faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils réfléchissent ensemble à un projet commun, et que voilà, que ça puisse constituer un noyau, quelque chose où il va y avoir un élan commun. Voilà, donc ça c'est la première étape, on va dire, quand c'est pas un projet qui est initié par les habitants, quand il faut aller chercher les habitants. Ensuite, il y a toute la partie gouvernance, c'est-à-dire accompagner le groupe à mettre en place des outils de travail commun, mais aussi des outils de dialogue, comment on fait un projet ensemble, en fait. Et on est un peu sous-équipé. Comment dire, c'est un sujet, la gouvernance, qu'on sous-estime en termes de technicité. On a l'impression qu'il suffit de se mettre ensemble et puis on va faire le projet ensemble. Et en fait, nous, avec l'expérience qu'on a, on se rend compte quand même qu'il y a énormément d'écueils, à la fois pour des problèmes d'organisation, par exemple, parce qu'on ne sait pas forcément comment ça s'anime une réunion pour tenir le timing et pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc, il peut y avoir des facteurs d'épuisement, etc., quand les gens sont mal organisés. Il peut y avoir des facteurs
relationnel, qu'on ne sait pas comment affronter les désaccords et les conflits, et que si on ne sait pas faire, en fait, ça peut très vite dégénérer. Des problèmes des questions autour de la prise de décision. Comment on prend une décision, voilà, si on n'a pas les outils, si on ne sait pas comment faire, voilà, ça peut poser problème. Donc tous ces éléments-là, finalement, qui sont plus techniques qu'il n'y paraît, et qui sont aussi sur lesquels il y a énormément d'enjeux. C'est-à-dire que si la gouvernance, elle n'est pas un peu rodée, avec un cadrage assez bien formalisé, c'est un facteur d'échec des projets qui est quand même très important. Donc, il y a toute cette partie-là sur laquelle on peut intervenir. Après, on intervient. Alors, on a aussi ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la partie technique d'une opération immobilière, comment on fait un montage financier, comment on fait un montage juridique, comment on initie en tant que promoteur immobilier l'opération immobilière. Donc ça, c'est des parties sur lesquelles on a des compétences en interne pour pouvoir intervenir aussi. Ce pas les miennes, mais celles de mes collègues. On a aussi la partie quand justement il y a un opérateur immobilier, il y a toute cette façon comment dialogue le groupe et l'opérateur immobilier, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout le même langage, ils n'ont pas la même temporalité, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes logiques. Nous, on peut servir un peu de rouage pour permettre le dialogue et la compréhension respective de ces différents types d'acteurs. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, du coup, comme on voit bien que c'est un enjeu fort, peut-être 2 informations sur un événement et derrière l'annonce d'un appel à projet. Oui, alors l'événement. Ah, pardon, il y Alors, était déjà. ouais, en fait, Sur le 9 décembre. Séminaire. Ah oui, très bien. Donc, l'événement, c'est le 9 décembre, c'est-à-dire exactement dans 15 jours, si je ne me trompe pas. Ce sera une journée un peu similaire à celle que vous avez faite aujourd'hui, c'est-à-dire donc ça se passera à la mairie de Grenoble. C'est un événement qui est porté par AG2R La Mondiale et organisé par l'association Les Habiles et accueilli par la ville de Grenoble. Où l'idée, c'est vraiment d'aborder cette question de l'habitat participatif, comment faire, comment on arrive à faire sortir des projets, et où on aborde justement ces questions, la question du projet social, la question du montage opérationnel, et en particulier du montage opérationnel avec du locatif social, parce qu'on estime que c'est vraiment un enjeu important de réussir à faire sortir des projets avec du locatif social. Et puis la question de l'insertion dans le territoire, de l'articulation avec le territoire. Voilà, c'est un peu les 3 approches qu'on aura sur cette journée-là, avec un format plutôt conférence le matin et plutôt atelier de réflexion en petits groupes l'après-midi. Et à l'issue de cette journée, on fera l'annonce d'un appel à projet qui est, une fois encore, porté par AG2R La Mondiale et animé, on va dire, par l'association Les Habiles, en partenariat avec la cellule logement du conseil départemental. Il a été évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises, mais donc l'idée, c'est de réussir à faire sortir 2 projets d'habitat participatif à destination des seniors, intergénérationnels ou 100% seniors, mais en tout cas avec des seniors, si possible avec du locatif social, sur les territoires de l'Isère. L'idée, c'est que ce soit des projets qui soient portés par une collectivité qui ont déjà identifié un foncier sur lequel elles peuvent faire sortir l'opération, que du coup, les lauréats de l'appel à projet auront accès à la prise en charge de l'ingénierie participative du projet, c'est-à-dire ce que nous, on sait faire. Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, je crois que… Plus, il faut venir le 9 décembre à la réunion à la mairie. Voilà, l'appel à projet sera lancé le 9 décembre. Il y aura 6 mois pour constituer les dossiers, avec un accompagnement pendant ces 6 mois. Et ensuite, donc, les 2 collectivités lauréates auront cette prise en charge de l'ingénierie de projet pendant le temps du projet. Donc, c'est une annonce importante qui fait effectivement le lien avec ce qui avait été dit juste tout à l'heure. J'en profite pour dire que dans la salle, peut-être qu'il y a une annonce complémentaire. Brigitte, tu voulais également faire valoir l'opportunité d'autres appels à projets. Je t'en prie. Alors, je représente la Fondation de France région Rhône-Alpes,
enfin Rhône-Alpes, un petit peu centre-est exactement, nous on dit. Il y a un appel à projet permanent qui s'appelle Vieillir acteurs et citoyens, qui existe depuis longtemps et depuis le Covid et ce qu'on a vu comme dégâts sur les personnes âgées, on a réorienté cet appel à projet Vieillir acteurs et citoyens sur 2 axes. Un qui est aide aux aidants, bon ça c'est une chose, on n'en parle pas aujourd'hui, et un autre sur toutes les nouvelles formes d'habitat pour les seniors. Donc, ça peut être les projets qui nous sont arrivés à la première session, qui était donc sur septembre dernier. C'est beaucoup de l'habitat participatif pour seniors et dont presque tous demandent justement le financement de l'ingénierie et le démarrage, l'animation, en fait, le montage du projet social avant l'ouverture même du lieu de vie. Alors ça, c'est une première chose. Cet appel à projet va continuer sur 2022 avec des réponses qui peuvent arriver soit à la première session en mars, soit en septembre. Vous trouvez ça sur le site de la Fondation de France euh, qui est accessible à tout le monde, avec personnes vulnérables, personnes âgées. Et vous voyez le fond, l'appel à projet sur cet habitat, ces nouvelles formes d'habitat, ne va pas changer lors des prochaines éditions. Donc, ce sera pareil. Et il y a également un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé sur cette année, orienté vers l'habitat partagé solidaire. Donc, des projets qui sont encore plus exigeants à monter, qui demandent souvent du temps et qu'on accepte d'accompagner dans la durée. Souvent, on se limite aux accompagnements à 3 ans. Sur ces projets-là, ça peut être plus long. Rien n'est fermé et ça peut être des gros budgets. C'est limité, on ne peut pas soutenir tout, mais vous connaissez probablement la Fondation de France, je pense que ce n'est pas la peine d'en reparler. C'est de l'argent de vous, moi ou des mécènes d'entreprise ou particulier, et donc on n'a pas le droit de l'utiliser n'importe comment, on doit l'utiliser avec une utilité sociale, d'intérêt collectif, et donc c'est un peu cadré. Et nos critères de sélection des projets sont à peu près les mêmes qu'a donné tout à l'heure la personne du département de l'Isère, c'est-à-dire ouvert à tous, c'est-à-dire intégré dans le territoire, c'est-à-dire avec une vraie participation des habitants dès le départ, une vraie inclusion donc, dans le territoire. Et puis, après, c'est la liberté des projets et tout est bon à prendre. Nous, on n'a pas d'œillères par rapport à d'autres critères qui pourraient être ajoutés en plus. Merci Brigitte. Donc voilà, des opportunités d'appel à projet côté AG2R, côté Fondation de France, et puis l'aide au fonctionnement dont Nourdine a parlé dans l'habitat inclusif. On prend une question. Timekeeper, ça s'appelle. C'est plutôt un commentaire. Du coup, merci pour la présentation parce que c'est très intéressant de voir les projets. Après, moi, j'aimerais revenir sur la différenciation entre habitat participatif et habitat inclusif parce que je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que habitat participatif, ça va être vraiment centré sur des citoyens qui, dans une démarche, ont envie de construire ensemble quelque chose. Pour moi, l'habitat inclusif, donc en France, l'État a décidé que ça serait à la fois pour des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, même si c'est des projets séparés. Mais à la base, l'inclusion, telle qu'il a été définie à l'international par l'ONU, c'est de se dire, OK, comment on fait pour les personnes en situation de handicap? On dit oui, tout le monde a les mêmes droits, mais dans la concrétisation des droits, c'est autre chose. Et pour moi, l'habitat inclusif, c'est vraiment permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir le plus de possibilités possibles. Donc, c'est créer une nouvelle forme d'habitat pour qu'il y ait un peu plus d'options. Et c'est aussi inclure les personnes, bien sûr. Mais pour moi, la différence, c'est à partir de quel moment on inclut les personnes, parce qu'il faut aussi à un moment la capacité dans les projets d'habitat participatif, de ce que je comprends. Il y a quand même un gros investissement de base par les personnes. C'est elles-mêmes qui vont se soulever et dire on y va. Sauf que des fois, il y a des personnes qui savent pas qu'elles peuvent parce qu'on leur a pas donné les outils. Et je pense vraiment que la notion d'inclusion, elle est là, elle est comment on fait pour accompagner, comment on fait pour donner les mêmes possibilités à des personnes. Et c'est très politique. Après, il y a bien sûr le guide de l'habitat inclusif qui définit clairement, mais pour moi, il y a quand même cette petite différenciation entre les deux sur habitat participatif et habitat inclusif qui est aussi intéressante et importante de garder dans
OK, est-ce qu'on veut vraiment aujourd'hui donner les mêmes droits à tout le monde et comment on fait? Voilà. Merci. C'est le thème d'un colloque entier, hein, sur l'inclusivité, ce que ça signifie, et derrière l'exclusion également, ce que ça signifie. Vu que nous avons quasiment atteint l'heure de la conclusion, je me permets de passer à la conclusion. Merci beaucoup, Bénédicte Leroy. Merci beaucoup. Nous allons clôturer ce colloque. Merci, je l'éteins pour pas que ça fasse du Larsen. Donc, la maison de demain, quelle brique innovante. Oui, ce sont des briques, évidemment, que l'on veut complémentaires. Hein. C'est toujours un peu compliqué de faire ces associations et pourtant elles sont nécessaires. On va s'arrêter là. Surtout un grand merci, véritablement. Alors, je vais lister nominativement Jean-Louis. Merci beaucoup pour tous les arrangements que tu as fait pour la salle de la Chambre des métiers. Act and Match, ils ont été souples, habiles, ils ont réagi, ils ne se sont pas décontenancés, même si on était un peu stressés hier. Merci à vous. Rien ne pourrait se faire sans Lauriane. Merci Lauriane, qui a vraiment été la cheville ouvrière. Et bon, tous nos partenaires, IRT Nanoelec, Minalogique, AG2R La Mondiale, le département, la Chambre des métiers, je n'ai pas oublié. Et TASDA. Non, c'est un plaisir de vous avoir et de nous obliger comme ça à progresser sur ces sujets, parce que c'est vraiment l'objet, on n'a pas fini. Donc, peut-être à l'année prochaine, on verra. Bonne soirée, bon retour chez vous. Et ceux qui sont à distance, bye bye.